Ok, rebonjour à tous. Cette fois, on va parler de SEO et des dernières nouvelles de Google et Bing, qui sont les deux moteurs de recherche auxquels on va réellement s'intéresser pour le moment quand on parle de SEO. Euh, c'est une présentation un petit peu longue, alors c'est super parce que les questions ont déjà commencé avant que j'arrive, avant que je commence. Donc bon, j'espère qu'il y aura un petit peu d'espace pour les questions, sinon on se parlera à la pause déjeuner, etc. Donc, Yannick Gaultier, je gère la société Weebler qui en gros consiste en moi. Et je crée des extensions depuis 2005. Vous avez déjà vu ça hier, donc je vais passer un petit peu plus vite. Depuis le début, je crée des extensions qui sont spécialisées dans le SEO. Et comme je crée des extensions spécialisées dans le SEO, je crée des extensions qui sont spécialisées dans le contenu parce que les deux sont extrêmement liés. Depuis un an et demi, on va dire, depuis 2 ans, j'ai aussi créé une extension qui utilise l'intelligence artificielle pour assister Joomla dans un certain nombre de tâches qui sont pratiquement toutes, je pense, liées là aussi à la gestion du contenu. Ce qui ne veut pas dire créer des articles, et ce qui ne veut pas dire créer des articles en grand nombre, comme on en parlait à l'instant. Voilà. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est ça. C'est un peu cryptique peut-être. Je ne suis pas sûr que tout le monde, que ça parle à tout le monde, mais ce sont des choses dont vous n'êtes peut-être pas familier actuellement et dont je pense que vous devriez être familier si vous vous intéressez ou si vous gérez des sites, si vous gérez des contenus, vous gérez du SEO. HCU et SGE AIO. Alors, non seulement ce sont des acronymes, parce que tous les gens qui font du SEO aiment les acronymes, mais en plus ce sont des acronymes anglais, donc il n'y a pas vraiment de traduction pour ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis, on va dire, 2 ans, en gros, depuis l'apparition publique de l'intelligence artificielle, les choses sont vraiment en train de changer. Depuis, je pense que vous avez toujours entendu ça. Ah, le SEO, c'est difficile parce que les moteurs de recherche, Google, Bing, et puis tous les autres auxquels vous pouvez penser, ils arrêtent pas de changer leurs algorithmes, leur manière de faire, les choses importantes, donc je ne suis pas. En réalité, c'est pas vraiment vrai. Il y a eu des trucs qui ont changé un peu à la surface, mais moi, je suis dans le SEO depuis 15 ans, et la manière de procéder, si on voulait suivre les règles à peu près et bien fonctionner, ça a toujours été la même. On fait du bon contenu. Il y a des questions techniques sur je vais y revenir un petit peu plus loin, mais il y a des questions techniques à faire correctement dans son site, mais en gros, il faut écrire du bon contenu, il faut faire des bons liens, il faut bien le partager, il faut en parler à l'extérieur. Les choses ne sont pas super compliquées à la base. Mais depuis 2 ans, il y a eu, donc c'est le premier acronyme, il y a eu ce qu'ils ont appelé les Helpful Content Update, HCU. Euh, et un certain nombre de mises à jour. Alors là, je parle quasiment que de Google. Et ça, c'est un gros changement. Pas tellement pour le moteur de recherche humaine, parce que Google en particulier et Bing aussi utilisaient déjà l'intelligence artificielle depuis, on va dire, 2017-2018 pour faire un certain nombre de choses. Mais c'était purement interne. Ce pas des choses qui vous touchaient, enfin, qui vous touchaient visiblement, donc vous étiez au courant. C'est Google qui a inventé ou qui a fait qui a inventé la technologie, qui a été vraiment le changement qui a permis quelques années plus tard à OpenAI de faire ChatGPT. C'est la technologie des transformers et ça vient de chez Google. C'est quelque chose qu'ils ont inventé en interne pour les aider dans la compréhension de ce que vous posiez comme question. Et donc, on a vu apparaître depuis 2 ans, comme on en parlait à l'instant, une grande quantité de contenu qui était de mauvaise qualité. Je suis un petit peu en avance, mais un grand nombre de sites qui ont créé beaucoup de contenu parce que ça devenait plus facile, de basse qualité. De basse qualité parce qu'il était vraiment mauvais, ou de basse qualité parce que c'était la même chose, parce que tout le monde faisait pareil. Et à la fin, ça n'apporte rien au monde du web. Et donc, depuis 2 ans, Google s'est engagé dans une série de mises à jour régulières de leurs algorithmes et leur manière de travailler, qui ont été génériquement regroupées sous le terme de HCU, Helpful Content Update, des mises à jour qui servent à favoriser le contenu helpful, qui aide, qui apporte quelque chose au monde en général, et toute une série de mises à jour spécialisées pour lutter contre le spam, pour mieux traiter les produits, parce que le e-commerce, c'est une zone spécifique et séparée, pour traiter les revues, parce que les gens qui postent des revues, en particulier, bien sûr, les revues fausses, les fausses revues, sont... Pardon? Des avis, voilà. Euh, c'est aussi un gros problème, parce que c'est bien sûr plein de spam. Donc ils ont fait toute une série de ça. Et bien sûr,
parce qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher, parce qu'ils ne pouvaient pas plutôt l'éviter, parce que ChatGPT est là, il y a d'autres moteurs de recherche qui commencent à apparaître comme Perplexity et d'autres. Ils ont été obligés, je pense, d'intégrer de l'IA générative, donc des LLM, de la même technologie que ChatGPT, dans leurs résultats. Et c'est ça qui s'appelle des AIO, ou en réalité, ce sont des AI overviews, des résumés ou un survol ou une réponse. En gros, on peut dire une réponse par intelligence artificielle. Alors, je vais vous en parler. Chez Bing, c'est ce qui s'appelle Copilot. Je vais vous en parler parce que vous pouvez déjà voir cette chose-là dans Bing. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'entre vous qui utilisent Bing au quotidien. Si c'est le cas, vous pouvez déjà le voir. Mais pour Google, qui nous intéresse quand même beaucoup plus, ou à la plupart d'entre nous, c'est pas disponible en France. C'est quelque chose que normalement, vous n'avez pas encore vu, mais ça arrive et c'est déjà en train de modifier beaucoup de choses qui se passent dans Google. Donc je vais faire un petit tour rapide sur HCU. La chasse, alors je n'ai pas trouvé de bon terme pour traduire low quality, mais c'est la basse qualité. Le problème, c'est que depuis déjà, avant 2022, il y avait une impression que les résultats des recherches dans Google étaient de moins bonne qualité qu'avant. Vous savez, le fameux avant, où tout était joli et beau, et voilà. Avant, c'était mieux, et puis depuis un certain temps, c'est moins bien dans Google. Il y a eu même une fameuse étude qui est parue, c'était une étude scientifique, donc voilà, ça avait l'air de valider le truc, de gens qui ont analysé, voilà, est-ce que les résultats de recherche dans Google étaient pourris avec du spam, ou est-ce qu'ils étaient toujours bons, est-ce que c'était vrai, pas vrai. Bon. Il semblerait quand même que ce n'est pas forcément réel, mais c'est quand même c'est perçu vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment comme ça, les résultats de Google, beaucoup subissent des effets du spam. Donc c'est une des choses qui les a incités à faire justement des mises à jour de leur algorithme et des technologies qu'ils utilisent pour améliorer ça. Bien sûr, ce sentiment, enfin ce contenu, la prééminence des contenus de basse qualité a été exacerbée par le fait que ChatGPT est arrivé et que donc à peu près n'importe qui, dans n'importe quelle langue, pouvait écrire un article sur n'importe quel sujet en 5 minutes, quoi, sans avoir besoin de savoir de quoi ça parlait, sans avoir besoin de savoir si c'était vrai ce qui était dit. Et ça, tout le monde peut faire ça, et même on peut l'automatiser avec des API qui servent à générer du contenu. Donc voilà, ça c'est la vraie menace, en fait, plus que la perception que les résultats sont mauvais. La vraie menace, c'est que maintenant, et depuis 1 an et demi, 2 ans, tout le monde peut générer des grandes quantités d'articles qui sont tous bons ou pas bons, de bonne qualité ou de mauvaise qualité, mais en tout cas qui sont souvent similaires. Donc il y a eu dans Google toute une série de mises à jour pour combattre cette basse qualité. Voilà, ça c'est l'année 2023, je pense, voilà, l'année 2023. Vous voyez tous ces petits G là ici, ce sont des algorithmes, des mises à jour majeures de l'algorithme de Google sur un sujet ou sur un autre. Voilà, des mises à jour helpful content, produits, avis, mise à jour dédiée au spam, il y en a toute une série et ça change complètement les résultats à tel point. Pardon, c'est quoi du coup, je comprends les mises à jour, mais le graphique, il symbolise quoi? Alors ça, il faut acheter For SEO pour le savoir. Ah, Désolé. Non, c'est ce qui sort sur un site c'est un truc qui est dans For SEO, effectivement. C'est les données de la console, de la Search Console de Google. Donc For SEO t'affiche il te laisse choisir lequel, mais tu peux afficher le nombre de clics que tu as eu, par exemple. Ça, c'est peut-être le nombre de clics, je ne sais pas. Et je superpose les mises à jour pour que les gens puissent voir, ah ben là, j'ai eu cette mise à jour, elle m'a fait très mal. Tu vois, là, tu vois, par exemple, ici, on pourrait dire que ici, là, une des 2 ou 3 qu'il y a eu, il y a eu une petite baisse qui est arrivée là, et puis après, voilà, celle-ci, elle m'a rien fait. Voilà, c'est l'idée générale. Mais c'est la Search Console, quoi. C'est les données de la Search Console. Et donc, toutes ces séries de mises à jour de Google a culminé en mars 2024 où ils ont fait une énorme mise à jour cumulée HCU, Helpful Content, cumulée à une mise à jour contre le spam, et où ça a fait chuter de manière très très importante un grand nombre de sites. Donc tout le monde s'est réveillé en criant, voilà, en particulier les gros sites. Et ils ont en plus rajouté des pénalités, ce qu'ils appellent des pénalités manuelles, c'est-à-dire leurs algorithmes signalent un site, il y a un mec de Google ou une nana, je ne sais pas, qui regarde ça et qui dit oui, ça c'est un site qui est mauvais, et tout le site, ils appuient sur un bouton, et tout le site est sorti, où il est en page 3000, et c'est comme s'il était sorti des résultats en pratique. C'est une pénalité manuelle, et ils ont fait ça sur plusieurs dizaines de milliers de sites en plus. Donc mars 2024, pour beaucoup de sites qui n'étaient pas vraiment des sites de bonne qualité, ça a été une grosse catastrophe.
Voilà. Et le mécanisme HCU a été intégré à partir de mars dans l'algorithme permanent de Google, alors qu'avant, c'était un truc qui faisait marcher tous les 3 mois pour mettre à jour leur base de données, entre guillemets. Maintenant, c'est un truc qui fonctionne de manière permanente. La conclusion de tout ça a toujours été, du point de vue de Google, qui est que ce que j'ai pu résumer ici, c'est-à-dire que un peu ce qu'on mentionnait tout à l'heure ici, c'est le contenu généré par intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, il n'est pas forcément mauvais. Et d'ailleurs, ils ne savent pas réellement le reconnaître de quelque chose qui a été écrit par un humain, mais quand c'est mauvais, c'est mauvais. Que ce soit écrit par un humain ou que ce soit écrit par une machine, la machine va aller plus vite, mais si c'est si c'est du caca, c'est du caca. Si c'est pas bon, c'est pas bon, quoi. Voilà. Et ça, par contre, ils essaient de travailler pour reconnaître le mauvais et être capable de le séparer. Ce que je ne mentionne pas ici, c'est que quand je dis ça, ils essaient de reconnaître le mauvais du meilleur. Mais par contre, ce qu'ils savent très bien reconnaître, c'est quand il y a deux choses qui se ressemblent. Et ça, oui, alors ça, ils vont être 100% capables de dire que sur les 200 sites qu'ils ont étudiés là, sur tel sujet qui parlent des voitures électriques, Cyril est parti, des voitures électriques, il y en a 195 qui ont fait faire des articles par ChatGPT, enfin, par quelqu'un, ChatGPT ou quelqu'un, et que les articles ils disent à peu près la même chose, avec des mots différents, mais donc ça, ils savent très bien le reconnaître. Et ils les pénalisent, ceux-là ou... Absolument et totalement. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais si par exemple vous avez vu dans votre Search Console des pages, vous avez des pages qui disaient on a trouvé, je ne sais pas quel est le terme en français, mais on a trouvé cette page, mais on ne l'a pas indexée, c'est ça. Ils ont trouvé votre page sur votre site, vos super beaux articles avec des belles photos, du bon texte et tout, mais ils disent désolé, la raison la plus probable c'est désolé, on en a déjà 4312 comme ça, donc le vôtre c'est bon, on l'a vu, on l'a trouvé, on l'a analysé, mais on le prend pas parce qu'on en a déjà plein comme ça, c'est pas la peine. Ça apporte rien, c'est une chose que dont je parle à la fin. Parce que je ne vais pas que pleurer aussi, je vais imaginer qu'on peut faire des choses avec un petit peu plus tard. Un point rapide, c'est pas parce qu'en fait il te dit j'en ai 4312 et donc le tien je ne le garde pas, qu'en fait il va pénaliser le site ou le domaine. C'est juste cette page-là en fait. Oui, mais alors d'une manière générale, et à part dans le cas des pénalités manuelles, Google ne pénalise jamais un site. Il y a, en tout cas, ils ont toujours dit ça, mais il y a quand même une note de qualité qui a l'air d'intervenir globalement pour tout le site, mais normalement, Google ne traite que des pages. Telle page, telle page, telle page. Voilà. Ils prennent en compte des éléments sur le domaine, suivant le moment et à qui tu parles, ils te disent non ou oui, mais enfin, bon, ils le font quand même. Mais ils parlent toujours de pages. Voilà. C'est juste, si c'est pas, c'est pas un vote de non-confiance, tu vois, un rejet de ton site de dire cette page-là on la veut pas, c'est juste que on la veut pas, quoi, c'est tout. Après, tu peux réessayer ta chance, tu peux t'en retenter ta chance après, on va regarder, voilà, c'est pas. Donc il y a eu des mises à jour successives après voilà, mars. Oui, ce que je voulais dire dans ce qu'ils ont fait en mars, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait énormément de forums, alors des sites qui perdaient beaucoup de ranking, de rang et donc il y a d'autres qui sont montés à leur place. Et ce qui est monté, c'est les gros sites comme Reddit, Quora, Stack Overflow, ça dépend des secteurs. Donc des sites qui avaient une question de réputation. Et c'est ce qu'on a vu après, ils ont remonté les grandes marques. C'est-à-dire que apparemment, une de leurs méthodes pour identifier les gens qui étaient de confiance, c'est de dire, en gros, les gros, on va plus leur faire confiance que les petits. Voilà. Ça a évolué après dans les mois qui ont suivi, ils ont rectifié, mais enfin, c'est quand même encore un peu ça. Et le 5 mai, ils ont fait, bon, c'est plus non, ça ne va pas vraiment nous concerner, ils ont fait un autre changement sur le SEO parasite, la réputation de site, mais on va passer là-dessus. Voilà, donc un exemple des petits qui ont disparu, c'est un site qui n'est pas si petit que ça, en fait, c'est des gens qui faisaient un site spécialisé sur... ils font des revues, des avis, enfin ils émettent des avis, des analyses sur les purificateurs d'air pour les maisons. Voilà, donc ils analysent ça, c'est un petit site, une famille qui fait ça, ils sont 2 ou 3, je sais pas. Et eux, du jour au lendemain, après mars, ils ont disparu. Ils étaient dans les tout premiers, si tu cherchais des avis sur tel purificateur d'air, c'était eux, parce qu'ils faisaient que ça, ils étaient bons, ils écrivaient tout à la main, ils analysaient, ils démontaient les appareils, enfin, c'était vraiment des gens qui travaillaient sur le sujet. Et du jour au lendemain, ils ont disparu complètement, parce que c'était des gens assez petits, et voilà, à la place, ils se sont retrouvés avec des avis venant de Reddit ou de Quora pour les remplacer. Ils sont fameux parce qu'ils en ont écrit, ils ont fait du bruit autour de ça. Ça s'est amélioré depuis. Alors le problème, bien sûr, c'est qu'il y a quand même toujours de la qualité, de la basse qualité.
Et qu'il y a eu, bon, il y a des gens qui prétendent que c'est... Ah merde, j'ai pas traduit cette diapo. Bon, tant pis, désolé. Donc, ce que je dis ici, c'est que la qualité, la mauvaise qualité est quand même toujours présente, il y en a toujours. Il y en a certains qui prétendent que c'est un peu, de la part de Google en tout cas, un peu fait exprès. L'idée étant que si tu ne trouves pas des bons résultats rapidement sur Google pour ce que tu es en train de chercher, tu vas continuer à chercher. Si tu continues à chercher, ils peuvent te montrer plus de publicité. C'est pas illogique, mais bon, il y a un équilibre à trouver et voilà. Et il y a un procès antitrust qui est en cours aux États-Unis pour peut-être démonter, enfin, modifier la structure de Google pour que justement éviter ce conflit d'intérêts entre celui qui te fait faire des recherches et celui qui te montre des publicités et éviter que ça influe trop l'un sur l'autre. Et ils ont été condamnés, mais juste récemment, là, au mois de septembre, le juge a dit oui, il faut faire quelque chose. Il a été proposé de couper Google en 2 ou en 3, ou enfin il y a plein de choses, mais ça va bien sûr prendre des années avant que ça se mette en œuvre, si ça se met jamais en œuvre. Ensuite, la deuxième partie, les choses qui sont vraiment apparues, c'est peut-être l'effet le plus significatif, c'est l'IA générative, et donc les IA overview. Et ça, normalement, vous ne l'avez pas vu ici en France, parce que c'est quelques... je ne sais pas combien de... J'en suis à quelle heure il est 47. Ok. Donc l'IA générative est apparue, ChatGPT, on peut générer du texte très, très facilement, et donc des gens ont commencé à utiliser ChatGPT comme un moteur de recherche, ce qui n'est pas. Au lieu de poser la question à Google, on la pose à ChatGPT, ou à Claude, ou à Gemini, ou aux autres, et on utilise ça à la place. Et donc, bien sûr, ça met une pression sur le moteur de recherche, et ce qu'ils ont commencé à faire, mais eux, peut-être d'une manière un peu plus sérieuse, c'est à apporter directement des réponses dans les... voilà, je tape une recherche, je fais une recherche dans Google, et au lieu d'avoir à cliquer sur des liens pour voir ce qui se passe, aller analyser ce que me propose chacun des sites, Google me fait une réponse, comme peut le faire d'autres. Vous ne l'avez pas encore vu, mais ça existe déjà aux États-Unis depuis quelques temps. Et donc, bien sûr, ça a un impact direct, pas vraiment sur le SEO, c'est ce qu'on va voir après, mais plutôt pour vous. Parce que si quelqu'un cherche une réponse à une question sur un des sujets que votre site traite, et que Google lui donne la réponse, il ne va plus venir sur votre site. Donc a priori, ce n'est pas forcément un mal, ça dépend de ce que vous voulez faire et du but de votre site, mais enfin c'est un gros changement par rapport à l'espèce de contrat tacite qu'il y avait avant, qui était je laisse Google utiliser mon contenu pour que les gens puissent chercher ce contenu, et quand les gens me trouvent, ils viennent vers mon site et je fais ce que je veux avec les gens qui viennent sur mon site. Voilà. Ils avaient déjà un peu commencé avant. Ici, avec les rich snippets, il y avait une exception, c'est-à-dire les rich snippets, c'est quand vous posez la question qu'est-ce que Joomla? Voilà. Et vous avez des sites qui répondent à la question, mais sur le côté, vous avez un petit encart qui vous dit Joomla, c'est un système de gestion de contenu créé en 2005, etc. Donc ça, c'est les rich snippets, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Et c'était le prédécesseur un peu de ça, mais ça restait raisonnable parce qu'il y avait beaucoup de liens quand même qui étaient là, enfin beaucoup de pubs, ensuite il y avait beaucoup de liens, mais ça restait dans les cadres du contrat. Sous la pression de ChatGPT, bien sûr, ils ont été obligés de faire quelque chose, et ils ont commencé à partir de 2023, du début de 2023, à expérimenter. Alors, Bing, qui était un gros partenaire de ChatGPT, comme vous le savez peut-être, ils ont commencé à fond dès qu'ils ont pu. Chez Bing, ça ressemble à ça. Maintenant, on l'a en français, donc mais j'ai pas refait de copie d'écran. Vous posez une question à Bing, il vous met des choses ici, un lien sur le premier article qu'il pense, mais ici, automatiquement, il vous génère la même genre de réponse que vous pourriez avoir dans ChatGPT. Dans Google, ils ont commencé à faire une expérimentation qui s'appelait SGE en mai 2023, et ça ressemblait à ça, pareil. Vous avez ici une question qui est posée. Alors la question, on va voir qu'est-ce qui génère ça, mais ils ne le font pas toujours, il n'y a pas toujours une réponse comme ça. Ils vous proposent des liens dessous, mais il y a une réponse textuelle, comme ce que vous pourriez avoir avec Gemini, chez eux. C'était une expérience à l'époque, c'était uniquement aux USA, uniquement si vous utilisiez Chrome, et pratiquement normalement que pour les personnes qui étaient connectées avec leur compte Google. Voilà. Depuis avril 2024, ça a été généralisé un petit peu à tout le monde. C'est toujours pour les USA, pour l'anglais
Et normalement, plus souvent pour les gens qui utilisent Chrome. Et depuis le 15 août, ça a été étendu au Royaume-Uni, Inde, Japon, Indonésie, Mexique et Brésil. Donc on n'y est pas encore, notamment pour des réseaux de l'Europe en particulier. Voilà, il y a des questions de confidentialité, de responsabilité légale, des choses comme ça, qui ne sont pas résolues et qui font qu'ils ils commencent d'abord dans des territoires où c'est plus facile pour eux. Ça s'applique uniquement à certains types de requêtes, celles qui sont plus complexes et plus générales. Si vous demandez quelle heure est-il à Londres, vous n'aurez pas une requête comme ça, vous aurez juste l'heure à Londres. Si vous avez fait une requête avec juste quelques mots, Joomla, ils ne vont pas vous sortir probablement un truc comme ça, une réponse détaillée. Par contre, si vous posez une question générale comme ce que j'avais mis avant, qui était ou si je sais pas, l'équivalent, qu'est-ce qu'il y a comme séjour dans les Ardennes pour une famille de 3 enfants pour les vacances de Pâques. C'est une requête complexe avec pas mal de sujets qui interviennent. Et là, vous avez des chances d'avoir une réponse détaillée par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est news a l'air d'être exclu de ce genre de réponse aussi, c'est-à-dire tout ce qui est lié au temps, tout ce qui est récent, etc. Ils ont l'air de pas l'inclure. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble dans la dernière version sur laquelle j'ai pu faire des copies d'écran. La question que j'avais posée, c'était qu'est-ce que vous voyez, pourquoi est-ce qu'on voit des aurores boréales et d'où est-ce qu'ils viennent et à quelle fréquence je peux les voir. Et donc ça, c'est le genre de truc où vous allez avoir une réponse textuelle ici. Ça, c'est généré par IA, tout ça. Vous pouvez voir la suite ici en cliquant. Et vous avez le premier site qui est affiché dessous. Et ensuite, ça continue. Un site, donc, le site de référence, entre guillemets, qui est ici. Et puis, c'est la suite de ça. Ensuite, les gens demandent aussi. C'est une autre genre de section qui est générée. Et ensuite, dessous, vous commencez à avoir quelques liens vers des sites. C'est la partie un peu plus traditionnelle. Voilà. Et ensuite, voilà, ça c'est quand j'ai développé, j'ai cliqué sur le bouton voir plus sur la réponse générée par intelligence artificielle. Donc voilà, vous avez tout un truc très classique d'intelligence artificielle avec des paragraphes, des titres de paragraphes. Enfin, c'est très. Les intelligences artificielles ont des têtes très structurées. Donc, voilà. Mais on va le voir un peu après, je pense, oui, j'ai plus de détails. Il y a quand même à l'intérieur de la réponse un carrousel de liens la plupart du temps. Et bien sûr, ce dont les gens se sont rendus compte très vite, c'est que c'était super, ça répondait à la question. Il y a un exemple fameux là, que j'ai traduit où BMW était très content au début parce que les gens, il y a eu des exemples, des screenshots qui sont passés un petit peu partout où BMW était très content. Alors, les gens disaient, est-ce que les BMW sont des bonnes voitures? Et l'intelligence répondait, oui, elles sont super, elles sont fiables, de très haute qualité. Par contre, faites gaffe, elles coûtent vachement plus cher et elles coûtent cher à entretenir, etc. Voilà. Donc, c'est comme quand vous posez une question à ChatGPT, il y a du bon, enfin il y a tout qui sort, quoi. Et avec l'IA, c'est pareil. Avant, quelqu'un posait une question sur Google et éventuellement votre site était proposé comme réponse, c'était votre site. Ils allaient voir sur votre site, c'est vous qui maîtrisiez ce que les gens voyaient sur votre site. Là, bah, oui, on ne sait pas trop ce qui sort. Enfin, tout peut sortir, le bon et le mauvais, quoi. Ça complique un peu les choses. Il y a bien sûr, je les ai mis juste pour mémoire parce que ça s'est bien amélioré. Il y a eu bien sûr des exemples très rigolos au début où des gens ont posé, voilà, l'exemple le plus fameux c'est celui-là, des gens qui disaient j'ai du fromage mais il ne colle pas à ma pizza, qu'est-ce que je peux faire? Et il a suggéré de rajouter un huitième voilà, une portion de colle dedans pour que le fromage colle sur la pizza, bien sûr. Mais tout ce genre de trucs, c'est pour ça que c'était plutôt 2023, c'est-à-dire la première expérimentation. Si vous cherchez bien, vous pouvez avoir la même chose dans ChatGPT. Hein. C'est des trucs, en particulier au début, il y avait des trucs complètement ridicules que j'ai effacés dans les exemples. Mais dans ChatGPT, pendant les 18 premiers mois, vous lui demandiez comment est-ce qu'on... Ça, c'était bien aussi. Comment est-ce qu'on reconnaît des œufs de poule d'œufs de vache? Et il vous répondait, alors vous reconnaissez les œufs de vache parce qu'ils sont plus gros et les œufs de poule, ils sont plus petits. Et puis, au bout d'un certain temps, d'une année, 18 mois, ils ont corrigé ce genre de choses. Les choses s'améliorent et c'est pareil pour Google. Les exemples là, c'est juste pour rigoler, mais il y a toujours des... ça dépend. Si tu lui dis, ah ben non, ça n'existe pas, les œufs de vache. Ah oui, pardon. Mais sinon, oui, si tu lui demandes plus de détails sur la couleur, etc., il va te répondre. C'est tout le problème de l'IA générative. Ça génère des mots, ça continue, c'est pas un souci, c'est comme ça. Voilà. Alors,
donc, une des questions qui se pose, c'est quand est-ce que ça se déclenche? Je vais passer très vite là-dessus, vous regarderez peut-être la vidéo plus tard. Une question importante, c'est à quelle fréquence ça se déclenche? Est-ce que ça arrive tout le temps ou pas? Ça n'arrive pas tout le temps. C'est généré en fonction aussi du sujet. Par exemple, des questions comme de quelle manière je peux apprendre le SEO, les analyses, enfin des tests qui ont été faits par un certain nombre de personnes. Aleida Solis, c'est une SEO qui est très, très connue. Elle a trouvé qu'il y avait des résultats comme ça qui apparaissaient 12%. Par contre, Top Marketing Software, 34%. Les méthodes de paiement business to business, 16%. Donc le taux varie, et le taux varie en fonction du domaine. On trouve des choses comme ça. À cette époque-là, voilà, dans le domaine de la santé, par exemple, elle a trouvé beaucoup plus. Non, ça c'était Search Engine Land. Elle a trouvé beaucoup plus de réponses, 42%. Les questions relatives à la santé, 42%. Donc c'est très, très, très important. Et c'est probablement parce que les questions relatives à la santé sont des questions beaucoup plus longues. C'est pas juste un mot ou deux mots, c'est quelqu'un qui dit j'ai mal à ceci, j'ai mal à cela, ou je veux résoudre tel et tel problème. Ensuite, qu'est-ce qui l'influence? La complexité, on a trouvé qu'il y avait une corrélation entre certains mots qui étaient dans la question et l'apparition des overviews. Il y avait des corrélations très faibles. Alors, il y avait des corrélations fortes, c'est-à-dire si vous avez quelque chose qui dit comment, quel est le meilleur, est-ce que ça peut faire quelque chose, vous avez souvent des réponses par intelligence artificielle. Si vous demandez quoi, si vous parlez de acheter, vous en aurez moins. Vous aurez probablement des faits voilà. Ça, c'est ça, c'est un peu plus compliqué, mais entre les corrélations entre l'apparition des overviews et les caractéristiques, est-ce qu'il y a la densité de mots-clés, et ça, je me souviens même plus ce que c'est. Voilà. Et le nombre de mots, directement. Si vous avez beaucoup de mots, ça a tendance à faire apparaître des questions comme ça, des réponses par ici. Alors, là où ça devient plus intéressant, c'est qui apparaît dans la réponse. C'est intéressant parce que si le lien vers vos sites est tout à fait en bas de la page, peut-être que vous allez être cité et apparaître dans la réponse. Donc là, ça redevient intéressant. Et ce qui a été trouvé, c'est qu'il y avait quand même une corrélation importante entre c'est assez logique quand même, entre les sites qui étaient mentionnés ou le contenu qui était utilisé pour construire la réponse et les résultats traditionnels. Donc si vous étiez en gros, si vous êtes là pour une question donnée, le premier site ou le deuxième site dans les réponses en position 1, 2 ou 3 très bien placé, il y a de bonnes chances que vous apparaissiez aussi dans le contenu qui est utilisé pour écrire la réponse. Voilà. Donc c'est bien, et c'est ce qui me fait dire que, quoi qu'on en dise, finalement le SEO traditionnel, donc le but est quand même toujours de rester dans les premiers résultats. Voilà. Bon, après, on va rentrer, c'est beaucoup du détail, tout ça. J'ai eu des statistiques plus récentes en septembre, donc j'ai mis à jour ces informations. Voilà. Il y a c'est une courbe qui indique tous ces sites, qui essaient de comparer, disons, comment les domaines très connus, des gros domaines, comment ils apparaissent dans les résultats traditionnels et dans les résultats intelligence artificielle. Et la plupart du temps, c'est relativement corrélé, sauf que de temps en temps, voilà, il y en a un qui apparaît plus souvent dans les réponses IA que dans les résultats traditionnels. Mais la plupart du temps, c'est très similaire. Ceux qui sont bons dans les résultats classiques apparaissent aussi plutôt bien dans l'IA. Voilà. Je vais passer sur tout ça parce qu'on va se perdre. Le résultat global, vous pouvez regarder ça à nouveau dans la vidéo. L'idée globale, ça reste quand même que si vous êtes bon en SEO traditionnel, vous avez plus de chances d'apparaître dans les réponses artificielles. Donc le problème, la question suivante, c'est oui, je suis bon en SEO traditionnel, donc j'apparais dans les réponses générées par intelligence artificielle, mais est-ce que les gens cliquent? Est-ce qu'ils viennent chez moi? Ou est-ce que je ne vais plus avoir aucun clic? Et alors bien sûr, d'abord, on ne sait pas vraiment, parce que ça commence, on n'a pas de données, il n'y a pas enfin, pas moi, mais il y a des gens qui font des analyses de ça, on n'a pas de données vraiment à long terme. En général, on trouve qu'il y a moins de clics qui viennent. Ce n'est pas complètement une surprise parce que si les gens ont une réponse, ils n'ont pas besoin de venir sur votre site pour la chercher. Et ça a été évalué, voilà, 8-10%, un truc comme ça, 8-10% de cycle. Donc c'est pas mal parce que c'est pas je perds tous mes clics, quoi. J'ai plus rien, il n'y a plus personne qui vient sur mon site, mais c'est quand même important. Voilà. Et autre chose importante ici, les résultats varient
en fonction de ce que cherche l'utilisateur, de l'intention de ce que cherche, de ce que fait l'utilisateur. La plupart des URL qui ont perdu des clics, probablement à cause des réponses générées par intelligence artificielle, visaient des questions comme comment obtenir du Viagra sans ordonnance. Voilà, c'est ce genre de... Bon, c'est pas forcément un mal si on... Hein. Oui. Est-ce que la recherche peut varier en fonction du profil, par exemple l'âge de l'utilisateur? Non, ça ne veut pas quel âge tu as, donc non. L'impact, alors, donc, impact sur le trafic, le résumé, on n'a pas beaucoup de données, c'est toujours une expérience, c'est toujours en cours, c'est toujours ce que je vous ai montré, les screenshots, c'est plus comme ça déjà, ça change vraiment très 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 souvent. L'impact que ça peut avoir va varier beaucoup avec le secteur dans lequel vous êtes et avec le type de requête, si tu veux. C'est pas l'âge, mais c'est le genre de choses que tu cherches. Est-ce que tu veux... Il y a 4 types de requêtes. Tu cherches une information, tu cherches à acheter quelque chose, tu cherches à faire une transaction. Voilà, il y a plusieurs types de recherches comme ça, et c'est en fonction de ça que ça va varier. Plus. Quelquefois, il y a moins de clics, quelquefois, il y en a plus. Voilà. Et par contre, ce qui a été constaté, c'est que quand il y a peut-être plus de clics qui arrivent, mais sur moins de sites. Ça se concentre, c'est logique, c'est ceux qui sont cités ou mentionnés ou utilisés à l'intérieur de la recherche, de la réponse générée. Ça apparaît pour les requêtes informationnelles. Et alors un changement aussi pour ceux qui font de l'e-commerce, c'est que dans ces requêtes-là, ce sont les produits qui apparaissent directement. C'est la page produit, c'est plus la page catégorie. Il y a beaucoup de sites e-commerce qui essaient dans le SEO de favoriser leur page catégorie et non pas leur page produit, parce que les produits, ça va, ça vient. Vous pouvez avoir, si vous, je sais pas, l'exemple typique, vous faites des chaussures. Donc vous avez la catégorie chaussures de sport, et à l'intérieur de la catégorie chaussures de sport, vous avez tel et tel et tel et tel modèle. Mais tous les ans, ou tous les 6 mois, enfin ça dépend du genre de chaussures que vous faites, mais tous les 6 mois, vous changez vos modèles, vous les renouvelez constamment, etc. Donc les modèles, les chaussures elles-mêmes, c'est pas ça qui va forcément vous faire marcher dans le SEO. Et là, beaucoup de sites e-commerce essaient de favoriser la page catégorie, de mettre du contenu sur la page catégorie pour que Google montre la page catégorie. Et ça marche très bien, c'est une stratégie ancienne. Mais ça change parce qu'avec l'IA, il ne montre pas la page catégorie. Si vous demandez qu'est-ce que je peux acheter comme chaussures pour faire ceci et cela, il va vous montrer des produits directement. C'est plus votre page catégorie. Et donc, ça veut dire que, bien sûr, il va falloir peut-être retravailler à nouveau la page produit et mettre non plus beaucoup d'informations sur la catégorie, mais sur la page produit. Donc, vous faites quoi? Vous faites ce que j'étais en train de vous expliquer, vous faites à nouveau du contenu et du SEO. Le peu de données dont on dispose à l'heure actuelle semble nous indiquer que ce sont les sites et les pages et le contenu qui marchaient bien pour du SEO traditionnel, qui marchent aussi bien, qui sont le plus souvent cités et utilisés pour construire les réponses en intelligence artificielle. Donc, il faut faire la même chose, en gros. Il faut garder à l'esprit que, alors d'abord en France, ça n'existe pas. Pour l'instant, ça y est pas dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne, autant que je sache. Ils ne le font pas, mais il ne faut pas rêver, ça va arriver. Dans l'état actuel des choses, dans les pays où ça existe, ça concerne que 10 à 20% à peu près des requêtes. Ce qui veut dire que le classement traditionnel, le SEO traditionnel, c'est 80%. Donc il ne faut pas trop s'exciter non plus. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être obsédé, on en revient un petit peu à la discussion qu'on avait à l'instant. Moi, j'essaie de dire, se focaliser sur le contenu, c'est ce qu'on vous dit depuis, c'est ce que tout le monde vous dit, je pense, depuis des années et des années, mais on ne sait jamais ce que ça veut dire. Moi, j'essaie de le traduire en disant quelle information votre contenu apporte au monde. C'est-à-dire, quand vous écrivez un article sur votre blog ou quand vous mettez une page d'information sur un produit, est-ce que ça apporte quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que c'est une information qui n'existe pas ailleurs? Voilà. Si c'est une information qui n'existe pas ailleurs ou peu, il y a plus de chances que ça intéresse Google et il y a plus de chances que ça intéresse en plus vos clients, franchement. Et donc, il faut, je crois, oublier un peu, quand on parle de qualité de contenu, il faut arrêter de se focaliser sur savoir si vous utilisez des H1, H2, H3 dans le bon ordre, etc. C'est super, il faut le faire pour l'accessibilité, mais pas pour le SEO. Ça fait longtemps que ça ne sert à rien pour le SEO, mais il faut le faire pour l'accessibilité, mais pas pour le SEO, ça ne sert à rien. Il faut oublier des trucs comme les métadescriptions ou le mot-clé principal, parce que même le mot-clé principal, c'est un truc du passé, parce que les embeddings, ça vous dit peut-être quelque chose, mais les moteurs de recherche, Google et ChatGPT, ils sont capables, pas de le comprendre, parce que comprendre, ce n'est pas le bon terme,
mais ils ont une idée de ce que veut dire un mot-clé. Et si vous parlez de chaussures et de chaussures de sport, ils savent que c'est à peu près la même chose. Si vous parlez je sais pas, de basket et de Nike, ils savent que ce sont deux choses qui sont dans le même secteur. Donc le mot-clé principal, c'est un concept qui est un peu dépassé maintenant. Et donc une autre manière de dire ça, c'est quelle est la valeur de votre contenu et comment est-ce qu'il est différent de celui des autres sites. Et je rementionne qu'il soit généré par intelligence artificielle, par ChatGPT, Claude ou autre, ou qu'il soit généré par vous, que vous l'ayez tapé à la sueur de vos doigts, si vos doigts peuvent transpirer, ça ne change pas grand-chose finalement. La question c'est est-ce que le contenu est-ce que le contenu que vous avez écrit, l'article que vous avez écrit, votre page produit, est-ce que ça a de la valeur, ou est-ce qu'il y en a déjà 10 000 sur plein de sites, tous les sites de vos concurrents ont les mêmes textes, pas avec les mêmes mots, mais le même contenu finalement, la même information, ou pas. Si vous avez la même chose que les autres, ça va être super dur d'avoir des bons résultats, en tout cas par vous-même, hein, parce qu'il n'y a pas que le monde de la recherche. Alors, une conséquence de ça, oui, on ne va pas t'entendre. Vas-y, je répéterai la question. Non, vas-y, je répéterai la question. Vas-y, je répéterai la question. Je voulais savoir quelle était la pertinence de l'information est fort importante dans ce que vous dites. Oui. Mais pour moi, qui suis vieux, quand j'ai un texte qui est massif, la mise en page a beaucoup d'importance au niveau de l'information et de ma manière de capter cette information. L'intelligence artificielle tient-elle compte justement de la mise en page pour partager cette information? Alors la question c'était, pour certaines personnes, notamment dans des informations ou des pages du contenu relativement volumineux, la mise en page facilite l'accès à l'information. Et donc la question était, est-ce que Google, parce que c'est pas réellement l'information, là en l'occurrence c'est pas réellement l'intelligence artificielle, c'est le moteur de recherche, c'est ce qui tient compte de cette présentation. Alors ils ont toujours dit qu'ils en tenaient compte, beaucoup, notamment quand ils sont passés au mobile. Et donc, comme vous le savez probablement tous, l'indexation des contenus se fait en fonction du chargement de la page sur le mobile. Donc, si votre site n'est pas responsive, vous aurez beaucoup de mal à avoir des bons résultats. Et donc, oui, la présentation, dans une certaine mesure, tient compte. Malheureusement, moi, je trouve, personnellement, que ça leur fait préférer non pas les questions de présentation visuelle, mais plutôt le fait qu'ils vont ils ont tendance à préférer des choses écrites avec des phrases très courtes, avec des mots très simples, etc. Et donc on est un peu favoriser le contenu un peu un nivellement par le bas, quoi, en termes de langage, de langue et d'utilisation. La présentation, dans une certaine mesure, oui, mais uniquement dans les limites de ce qui fonctionne sur un mobile, la taille des boutons, la taille des textes, la distance entre deux textes, etc. Oui, ça, ils le prennent en compte de manière générale. Pas beaucoup plus que ça. Et puis, c'est pas un facteur absolument majeur non plus. Parce qu'ils prennent tout en compte. Enfin, ils prennent des choses absolument étonnantes en compte. Mais après, on va en parler un peu plus tard. Le prendre en compte, c'est une chose, mais que ça ait un gros impact, c'est autre chose, quoi. On pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que je voulais mentionner ici sur le genre de choses à écrire, qui pouvait être important, c'est que, donc, écrivez à propos de ce que vous connaissez, votre sujet, le sujet du site sur lequel vous travaillez, mais il semble vraiment important de couvrir plus de terrain, c'est-à-dire d'écrire aussi, de générer du contenu sur des sujets un peu périphériques à votre thème principal. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon exemple, mais encore une fois, si vous vendez des chaussures, peut-être que c'est intéressant de parler de la manière de faire des articles, du contenu sur la manière dont le cuir pour faire les chaussures est sourcé, d'où est-ce qu'il vient, comment il est traité, comment il est fabriqué, de manière à les silos de contenu un petit peu, si ça te parle, tu vois, générer un ensemble, non pas juste se focaliser sur le produit, la chaussure que je vends, mais essayer d'aller un petit peu plus loin, de montrer que vous êtes une source de référence, là aussi, juste pour pas faire la même chose que les autres, finalement. Et encore une fois, que vous puissiez faire ça vous-même avec des experts, c'est mieux si vous le faites avec des experts, des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui peuvent ajouter de la valeur. On peut aussi utiliser de l'IA, pourquoi pas, hein, tout va. C'est pas vraiment ce qui compte, c'est le résultat. Mais en gardant à l'esprit que si vous utilisez de l'IA, ça va avoir tendance à générer du contenu un peu générique. C'est une première chose dans le style. Ça on peut dire, je vais le reprendre, je vais l'améliorer un peu, mais que tout le monde a ChatGPT.
tout le monde. Donc ce que vous faites là, n'importe qui d'autre peut le faire. C'est là qu'il faut essayer de rechercher ce que vous savez faire, ce que les gens qui travaillent dans, si c'est un client qui a une expertise particulière, d'utiliser, de faire en sorte que ce soit cette expertise particulière qui soit utilisée, et pas juste faire des pages avec des mots et des mots-clés, et lister des mots-clés, et essayer de faire des articles avec ces mots-clés-là, quoi. Ça peut marcher dans certains contextes, ça va marcher, hein. Ils ne sont jamais absolus, ça c'est ce qu'ils essaient de faire, mais bien sûr, vous avez encore des sites qui vont marcher avec des pages de mots, remplies de mots-clés. Voilà, vous allez dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu favoriser ce site-là? Bon, bah, il y aura des exceptions, mais la tendance, c'est ça. Et il faut démarrer maintenant. Donc, par quoi vous pouvez être obsédé? Faire des choses du HTML, du CSS, du JavaScript, mettre peu de JavaScript, mettre peu de CSS, enfin, c'est du bon sens de la propreté, c'est de plus en plus important. Utiliser, je crois que ça a été mentionné hier par Emmanuel, les données structurées. Utiliser les données structurées, ça c'est la seule chose dans le SEO traditionnel qui est encore vraiment importante et qui peut vraiment générer du bénéfice. Il faut avoir une bonne vitesse de site, je pense que tout le monde est d'accord dessus. Il faut regarder dans votre Search Console pour, je sais pas exactement comment on peut dire ça, c'est la crawlabilité, c'est le fait que Google et Bing et les autres n'aient pas de problème pour analyser votre site, pour accéder à certaines pages, qui ne soient pas bloquées par... enfin, il peut être bloqué par robots.txt, par exemple, mais à bon escient. Ça sert à quelque chose, il faut qu'il soit bloqué. Il ne faut pas qu'il soit bloqué par accident parce que vous avez oublié d'enlever je ne sais quelle règle comme ça. Donc il faut vous assurer qu'ils peuvent accéder. Il faut travailler sur vos liens internes, c'est-à-dire la manière de lier les pages à l'intérieur de votre site. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en gros, c'est l'idée que si vous ne faites pas assez confiance à votre contenu pour faire des liens entre vos pages, j'écris un article et vous parlez de quelque chose, et vous avez déjà écrit un article il y a quelque temps sur le sujet, il faut que vous fassiez un lien vers cet article. Parce que si vous ne faites pas assez confiance à votre propre article pour le citer, alors c'est un point défavorable dans l'idée de Google sur le fait qu'eux, ils peuvent aussi faire confiance à cet autre article, cet ancien article. Donc faire des liens entre vos pages, c'est quelque chose à bon escient, c'est juste un titre que je mets là, il faut travailler plus la question, mais c'est important. Est-ce qu'on peut dire que par exemple un lien interne à l'intérieur de l'article aura plus de pro SEO que par exemple une liste d'articles connexes qu'on mettrait en bas de page? Oui, bien sûr. La question c'était, c'est trop tard. Donc la question c'était, tu cours pas assez vite, Cyril. La question c'était, est-ce qu'on peut considérer qu'un lien à l'intérieur d'un article, je parle de tel sujet, je fais un lien sur un mot-clé, pas sur un mot, vers un autre article de mon site, et il me demande est-ce que c'est plus intéressant de faire ça, ça a plus de poids, que si en bas de la page, je mets une série de liens vers des pages, vers d'autres pages. Oui, bien sûr, parce que c'est en contexte, vous êtes en train de parler, d'expliquer quelque chose, et au milieu, vous mettez un lien vers ce que vous considérez être une référence. Donc oui, bien sûr, ça aura plus de pages. Surtout si... Je ne sais pas de quel lien tu parles en bas de la page, mais si c'est des liens dans le footer que tu répètes sur toutes les pages, ça sert c'est pas qu'il faut les sortir parce que ça peut avoir une utilité, mais c'est juste des références. Tu parlais là. Bon. Ok. Voilà. Oubliez tout ça, c'est fini. C'est des trucs de 2012, ça. C'est arrêtez. Vous écrivez ce que vous avez à écrire. Vous écrivez ce que vous avez à écrire. Ce qui importe, c'est quelle information ça apporte au monde. Est-ce que si vous parlez d'un certain sujet, vous écrivez sur ce sujet. Voilà. Si quelquefois vous pouvez faire 200 mots et c'est très bon, ça va être cité. Pardon? Je pense que si on fait un article de 100 mots, on a la même chance. Et ça dépend ce que tu dis. Ça dépend ce que tu dis. Un article de 1000 mots. Oui, ça n'a pas de rapport. C'est autre chose. Ça dépend que de ce que tu dis dans cet article. Tu peux avoir des articles très courts qui ont beaucoup de succès, qui sont premiers en première position. Ça ne dépend que de ce que tu dis à l'intérieur. Bien sûr, si tu fais abstraction, on confond la corrélation et la cause. C'est pas parce que ton article est long qu'il va avoir de meilleurs résultats. Ça, c'est ce que tu penses, tu es en train de me dire. Je vais écrire des articles longs parce que les articles longs ont de meilleurs résultats. Non, les articles longs n'ont pas de meilleurs résultats. Les articles longs ont de meilleurs résultats parce qu'ils traitent mieux d'un sujet. Si ton sujet, il suffit de 200 mots pour l'écrire, peut-être qu'avec 50, ça va être chaud, mais il suffit de 200 mots pour dire ce que tu as à dire et que ça apporte l'information qui doit être apportée sur une question particulière, il ne faut pas en rajouter. Parce que le reste, c'est mauvais. Ça devient du spam.
il faut il faut réfléchir à quelle information tu veux apporter dans un élément de contenu, et tu écris sur ça, et ça te dit quelle longueur il doit avoir. Quand tu as fini, si tu es un expert sur le sujet et que tu écris sur ce sujet-là, tu sais ce que tu as à dire. Tu peux décider, c'est trop long, ça va être difficile à lire, par exemple, voilà, je vais le couper en 3 articles. C'est ton choix. Mais les articles courts ou longs ne sont pas mauvais ou bons. Et ils n'ont pas des bons ou des mauvais résultats. Ils sont bons, leur contenu est bon ou il n'est pas bon. Et tu peux avoir des articles à 300 ou 400 mots qui sont très très bien. C'est le même sujet c'est la même question que d'avoir des mots-clés ou pas des mots-clés, ou d'avoir un mot-clé ou 2 mots-clés. Non, ça dépend. C'est fini, ça marche plus comme ça. Il n'y a plus d'idées de mots-clés parce que maintenant, c'est des concepts sémantiques. Ils savent dans quel espace tridimensionnel se situe ton mot. C'est les embeddings qui sont utilisés par ChatGPT et les moteurs de recherche. Donc, si l'article est trop long, on est tous pressés, et quand on va tomber sur la page, on va dire bon, c'est peut-être intéressant, mais je le lirai plus tard, donc je repars, donc c'est un taux de rebond important. Et Google en tient compte? Oui, ça c'est. Ou ça date aussi de 2012? Non, ça c'est l'inverse. Ça c'est depuis l'an 40 avant Jésus-Christ, ils nous disent qu'ils s'en servent pas. Et puis, il y a des trucs qui sont sortis justement dans le procès que je mentionnais au tout début, qui disent que maintenant, oui, mais finalement, oui, on utilise un peu une technique qui s'appelle, ils appelaient ça le nav boost. C'est le fait que oui, peut-être on regarde un peu les résultats et peut-être c'est une part de l'algorithme. Mais on ne sait pas. Et on ne sait pas comment ils le calculent, on ne sait pas quelle importance ça a, comme d'habitude, on ne sait rien. On sait juste que ça, en gros, que ça existe et qu'ils mesurent l'historique, on sait qu'ils enregistrent l'historique des clics dans les recherches. Ça, on le sait. On sait qu'a priori, ils s'en servent. Comment ils s'en servent? De quelle manière? Est-ce que c'est bon, par exemple, de faire des allers-retours ou est-ce que c'est mauvais? On ne sait pas. Le truc qu'ils nous ont toujours dit, tu cliques, tu cherches quelque chose, tu cliques, tu vas sur un site, tu reviens presque tout de suite. Ça veut dire c'est bon ou c'est pas bon? Non, tu sais pas. Je suis allé sur le site et j'ai trouvé la réponse. Super, voilà, je reviens. Bon, je clique sur les autres pour vérifier. Ah bah si, moi, alors, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Je regarde un truc, c'est la bonne réponse, mais je vais la vérifier dans d'autres. Mais ça, ils ne peuvent pas vérifier. C'est ce que je te dis. Donc on ne sait pas. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils mesuraient les clics et qu'ils s'en servaient. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Voilà. Et surtout, on ne sait pas quelle importance. On sait pas. Il y a tellement de trucs qui rentrent en ligne de compte. On ne sait pas tout ça. Mais une des choses importantes, pour revenir sur le truc, c'est utiliser noindex pour le contenu sans valeur. Il y a sûrement des pages qui servent à rien. Ces trucs-là, sortez. Alors non, ils n'enregistrent pas les pages 404. Ça sert à rien. Mais non, le vrai contenu, les pages, mais il y a des choses qui servent à rien, qui ne sont pas utiles, qui n'apportent pas d'informations au monde. Voilà. Et donc, pardon ? Une page de mention légale. Oui, absolument. Les mentions légales, noindex. Personne n'a besoin de passer du temps sur les mentions légales, sur vos mentions légales. Pardon ? Ou des articles obsolètes, du contenu obsolète. Si c'est vraiment obsolète, ça n'apporte plus rien à personne, que personne ne les recherche, voilà. J'accélère. Pardon? Je disais des pages de Joomla 1.5. Ouais, bon. Alors, des choses importantes, parce que après, tu as dit, mais on est tous pressés, ceci, cela. Voilà, ok. Aussi, on est aussi pressé pour s'occuper de son site Joomla. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut plus passer de temps. Voilà. La vitesse. La vitesse, c'est microscopique. Donc, il faut que vous ayez un site qui soit rapide pour vos clients. Mais la vitesse, c'est un non-sujet. C'est important pour vos clients, pour vos visiteurs, mais ce n'est pas un truc qui va vous faire gagner des places dans les moteurs de recherche. Non, c'est fini. Et en particulier, voilà, j'ai écrit ça, bien c'est bien, mieux c'est pas mieux. Donc, il faut que vous soyez bien, mais après, je vois tous ces graphiques, ces partages d'écran qui m'exaspèrent. Google Page Speed, 100%, 99%, 100%. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que c'est mesuré déjà. Et ça ne sert à rien. Donc vous êtes à 80%, vous êtes à 100%, c'est pareil. Pour prendre un exemple chiffré, on a parlé hier des Core Web Vitals. C'est la méthode qu'utilise Google pour mesurer la vitesse des sites. Et c'est cette méthode-là qu'ils utilisent dans les résultats de recherche pour calculer le ranking. Vraiment, c'est ce truc-là. Le premier, par exemple, c'est le FCP, le LCP, le Largest Contentful Paint. C'est le temps qu'il faut pour afficher le plus gros élément, ce qui pense être le plus gros élément dans votre page, le premier truc. Voilà. Donc, alors, toutes ces valeurs sont des seuils. Donc, ils disent, votre LCP, cette valeur-là, ce chiffre, le temps qu'il faut pour afficher ça, ça doit être 2,5 secondes. Donc 2,5 secondes, si vous êtes à 3,
il vous donne, c'est mauvais, vous avez pas eu votre bac, quoi. Ça y est, vous avez échoué. 2,5, vous êtes bon. 1 seconde, vous êtes pareil que 2,5. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Vous êtes à 0,8, c'est pareil que 2,5. Donc quand vous êtes à un stade correct, arrêtez-vous. Ne passez plus de temps à... Il faut le surveiller, parce que c'est des valeurs, la vitesse en particulier, qui ont tendance à éventuellement se dégrader. Mais voilà. Et les métadescriptions, ils s'en servent plus, donc arrêtez. Ça ne sert pas pour le ranking. Vous pouvez le faire si vous avez 5 pages sur votre site. Mais voilà, c'est tout. Passez pas du temps à écrire des métadescriptions. C'est rarement montré dans les résultats normaux. Et avec les intelligences artificielles, ils s'en servent plus, donc c'est fini. Vous perdez votre temps. Si vous le faites sur 1000 pages, vous perdez votre temps. Et le sitemap, Attends, sitemap, oui, les sitemaps, pardon. Les sitemaps, dans la documentation officielle, ils recommandent d'avoir un sitemap si vous avez plus de 500 pages sur votre site. Je sais que j'ai dépassé, mais voilà. Voilà. Donc si vous avez un site de moins de 500 pages, vous emmerdez pas avec un sitemap, ça sert absolument à rien. Et en plus, ça sert pas à ce à quoi vous pensez que ça sert. Ce qui est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin sur les petits sites. Les sitemaps, ça va être utile que dans certains gros sites qui ont des problèmes de contenu dupliqué pour indiquer quelles sont les bonnes pages. Mais ça ne sert pas à découvrir les pages. Donc ça ne sert absolument à rien. Vous emmerdez pas avec ça. Ça vient de quelqu'un qui vend une extension qui fait des sitemaps. Voilà. Et peut-être on va terminer là-dessus. Non, pensez donc dans ce monde où c'est très difficile de générer du bon contenu qui se différencie des autres, bon, pensez aux autres canaux, les médias sociaux, bien sûr, les newsletters, qui sont un moyen de toucher les gens, les vidéos, YouTube, si vous pouvez, si vous avez moyen de créer des vidéos, ça risque de vous rapporter du contenu, et ce sont des choses qui mettent en avant beaucoup, à la fois Google dans les moteurs de recherche et Bing et les autres, mais même dans YouTube directement. Podcasting, c'est pas pour tout le monde, mais mais quand même c'est un moyen aussi de partager son contenu. Et une question que vous devez tous vous poser, est-ce que je veux bloquer dans mon robot.txt l'accès au contenu des fournisseurs d'IA? Est-ce que les pages, alors c'est trop tard pour le passer bien sûr, mais voilà, vous faites un nouveau site, est-ce que vous voulez que le contenu de ce site soit accessible et indexé et utilisé par ChatGPT, par Claude, par Gemini? C'est une question légitime et je n'ai pas de réponse à cette question. Comment tu peux le bloquer? Robots.txt, il y a des règles similaires à celles des moteurs de recherche, donc au moins pour certains. Voilà. La conclusion rapide, faites un effort sur le contenu et le SEO. C'est du travail à long terme, c'est pas juste aujourd'hui, c'est des trucs comme d'habitude le SEO, mais il faut le maintenir. Suivez la situation sur Twitter, dans les podcasts et sur cette chaîne YouTube ici, parce que ce que je vous ai dit là est vrai aujourd'hui, mais dans 2 mois, 3 mois, ça aura changé. Voilà. Et les choses vont continuer à changer. Je vais passer sur les trucs et astuces. Voilà, et juste ça, pour un peu les canaux officiels. Si vous suivez ces gens-là, qui sont tous en anglais par contre, vous aurez des informations à la source et vous pouvez... voilà, vous allez passer toutes les retransmissions des autres et tous les intermédiaires et vous allez directement à la source et normalement, avec ces gens-là, vous avez vraiment des informations valides. Voilà. Je ne sais pas, donc le maître des horloges. Moi, j'ai fini. Voilà. Merci. Je sais pas ce qu'on fait. On fait des questions ou... Il y a des questions. Alors, attends, il faut que tu appuies sur... Non. Il faut que tu appuies sur le bouton pour activer le micro. Celui-là. Sur le slide 2 en arrière, tu as dit qu'il fallait mettre l'effort sur, 3 en arrière, désolé, sur les newsletters, vidéos, YouTube, podcasting. Est-ce qu'il y a un ordre, quelque chose de plus important dans les 3 trucs ou... J'ai pas dit oui. Mettez un effort là-dessus, j'ai dit pensez à. Pensez à, oui. D'accord? Ça veut dire que ça veut rien dire, c'est juste je mentionne ça parce que probablement pour les 3/4 d'entre vous, le podcasting, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas toucher vos visiteurs par le podcasting parce qu'ils n'écoutent pas des podcasts. Par contre, ça peut être le cas pour certains sujets. Les vidéos YouTube, ça touche un peu tout le monde. Tout le monde aime avoir, même les participants au Joomla Day ou les gens qui aiment Joomla, ils aiment bien avoir l'enregistrement des sessions qu'on a eues ici. Et c'est du contenu qui est valide. Et je me souviens que Marc m'avait expliqué que pour les vidéos du Joomla Day 2022, où il y avait eu à peu près la même participation qu'ici, sur l'année qui a suivi, il y a eu en gros 5000 vues sur les vidéos des sessions.
Donc c'est un facteur 100, on va dire, par rapport au nombre de personnes qui étaient là, qui ont vu les sessions. Et il y en a 100 fois plus qui les ont vues sur YouTube. Voilà, si vous voulez faire connaître votre site, ce que vous avez à dire, vos produits, ce que vous faites, ben, voilà. Mais c'est plus de boulot de faire une bonne vidéo YouTube que de faire... c'est déjà difficile de faire un bon article, un bon texte. Mais faire une vidéo, c'est plus de boulot, quoi. Ouais. Donc, Mais il n'y en a pas un qui est plus important, plus intéressant. C'est non, vraiment, parce que, c'est non, vraiment parce son que si audience, tu veux, quoi. c'est pour ça que je dis penser à, Ouais. parce que ce sont des canaux de distribution de ce que tu sais, de ce que tu veux faire, du message que tu veux faire passer et de ce que ton expertise, de ce que tu veux faire. Ouais. Donc le canal dépend de à qui tu parles. Ouais, de ton audience. Voilà, donc s'il n'y a pas un meilleur, et c'est pas exclusif, tu peux bien sûr utiliser tous ces moyens si les gens à qui tu parles s'y prêtent, quoi. Merci. Juste un point de vue par rapport justement à ces autres canaux. Moi, je pense qu'il faut aussi travailler sur les images, puisqu'on met des images en fait sur les sites. Donc, soigner le nom de l'image, soigner la description, soigner la balise alt, parce qu'il y a aussi du Google Images et ça peut ramener du trafic sur Ouais. le site par rapport à une bonne image bien pensée, quoi. Ouais, Ouais, ouais. juste ça. En fait, c'est l'étape d'avant la vidéo YouTube, la vidéo, quoi. C'est l'image fixe. Bah oui, absolument. Tout ce qui est le contenu texte, c'est la base. Et tout ce qui est décoratif, enfin, décoratif, c'est pas le terme, parce qu'une image, ça fait partie du message aussi. Bah oui, c'est bon. Et la vidéo, c'est l'étape d'après, c'est quand les images bougent. Mais c'est la même nature que le fait de rajouter une image pour illustrer. Mais de toute façon, ça aide pour l'accessibilité, de toute façon, de travailler les Pardon? Mais de toute façon, ça aide pour l'accessibilité de travailler les images. Oui. Enfin, c'est un autre sujet, mais travailler les images, c'est pas travailler. Ça peut être la même chose. C'est déjà le fait d'en mettre. Tu vois, c'est le fait de dire, je fais un article et j'explique quelque chose, mais peut-être que plutôt que de mettre un gros pavé de texte, quelquefois un plus petit pavé et une image, ou le gros pavé mais une ou deux images, c'est mieux que de ne pas mettre d'image. Comme le mentionnait Eric, l'image que tu mets dedans, le texte que tu mets va être peut-être retrouvé dans Google classique, on va dire. Mais Google Images, il y a des gens qui cherchent sur Google Images des images, et donc ils peuvent trouver cette image-là. Donc c'est un autre canal pour accéder à ton contenu. Ils auront quelquefois, suivant la requête que tu fais, dans les résultats Google classiques, ils vont te mettre des vidéos. Vous avez vu ça souvent, si tu cherches comment faire ceci ou faire cela, ils te mettent directement au début des vidéos qu'ils ont trouvées dans YouTube. Voilà, donc voilà, des images, des vidéos, ils adorent ça, parce que ça parle à plus de gens que du texte, finalement. C'est ça le fond de la question. Là, Il y avait... tout à l'heure dans ta présentation, Dans ta présentation, tu faisais apparaître à un moment donné des résultats de recherche. C'est un petit peu ce qu'on retrouve pour ceux qui connaissent Perplexity. Oui. Qui évidemment est un produit qui a un gros effet sur le taux de clic des sites, puisque aujourd'hui, quand on est amené, sauf si on met du Google Ads, on est amené à arriver dans les premiers, tout dépend de la cible, mais en tout état de cause, il y a actuellement ce produit-là qui est en train d'exploser sur les produits, même sur les portables, je le vois autour de moi. Les gens ça reste microscopique quand même. À l'échelle globale, ça reste microscopique, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais ça reste microscopique. Mais demain, là, pour la fin de l'année, il semblerait qu'il y ait SearchGPT qui arrive sur le marché. Et là, ça va être encore mais pas fondamentalement. un gros problème pour Google. Non, pas fondamentalement. Parce que, si tu veux, on mélange là aussi deux choses. Il y a des choses comme ChatGPT, qui sont des générateurs de texte, des LLM. Voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont été entraînés sur des données, sur des textes, et tu leur poses une question, ils régurgitent une réponse par rapport à ces données qu'ils ont enregistrées. Ce qui est la raison pour laquelle, suivant le modèle, etc., tu ne peux pas avoir de réponse qui soit plus récente que octobre 2022, etc. Ils ont tous une date où ils ont arrêté leur entraînement. Voilà. Et tous les autres, Perplexity, mais aussi Bing, etc. Perplexity, si je ne me trompe pas. Tous les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne te génèrent pas une réponse. Ils commencent par faire une recherche type Google, et ils prennent les 10 résultats, enfin, je ne sais pas combien, ils prennent des bons résultats, ils prennent les résultats qui pensent être les meilleurs, et à partir de ce texte-là, ils écrivent la réponse. Okay, c'est ça qu'ils font. Perplexity, SearchGPT, il fait ça. Il fait d'abord une recherche. Et au cas où encore une fois, là, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, Perplexity, il fait une recherche sur Bing.
D'accord? Donc les résultats, la réponse que te donne Perplexity, en tout cas pour eux, j'en suis sûr, SearchGPT, tu leur demandes quelque chose, ils font une recherche sur Bing, Bing leur envoie les 100 premières pages, les 500 premières pages, voilà, ils les lisent et ils te font une réponse basée sur ça. Donc le problème à la base, et c'est ce que fait Google dans les choses que j'ai montrées, ils font une recherche tout à fait classique, et l'IA n'intervient que dans la dernière phase, et il y a des vidéos entières sur YouTube, sur leur channel YouTube Office Hours, où ils expliquent le process, ils partent de première requête qui est complètement basique, un truc avec des index dans une base de données, ils prennent quelques dizaines de milliers de pages, si tu veux, candidates, et ensuite ils raffinent, ils passent de quelques dizaines de milliers à 500, et ensuite de 500 à 10, ensuite à 50, ensuite ils les classent par ordre, et l'intelligence artificielle n'intervient pas au début, parce que c'est trop lent. Donc ils font juste une recherche avec les textes, l'index inversé, enfin le truc tout à fait classique. Et donc Perplexity et les autres, ils font pareil. Parce que sinon, ils ne pourraient pas avoir les informations, ils n'ont pas les informations. Et donc le problème reste quand même le même. Donc je ne suis pas persuadé qu'ils feront beaucoup mieux. Ça explose maintenant parce que ça paraît magique, mais par rapport à Google ou par rapport à Bing en direct, je ne suis pas persuadé qu'ils aient un avantage compétitif à terme. Tu vois, je sais pas, parce qu'ils font la même chose. Par exemple, en particulier, ils n'ont pas leur propre moteur de recherche. Et donc si Bing dit, ben non, désolé, on va arrêter avec vous, ils ont pas, je suppose qu'ils sont en train de cravacher pour construire leur propre moteur de recherche parce qu'ils en sont bien conscients, en particulier ChatGPT, enfin OpenAI, qui a les moyens de faire ça. Mais c'est quand même à la base un moteur de recherche. Et tout ce que tu fais, c'est que tu présentes mieux les résultats. Voilà. Et donc, le problème, fondamentalement, ne change pas de tout ce que je viens d'expliquer, parce que le vrai problème, ça reste d'être dans la base et bien placé, d'être le bon candidat, et d'être, voilà, que ce soit à partir de ta réponse qu'ils construisent leur réponse intelligente artificielle. La différence, peut-être, c'est que dans beaucoup de cas, mais je n'ai pas utilisé suffisamment, mais dans beaucoup de cas, Perplexity, et SearchGPT en tout cas, ils vont pratiquement toujours te répondre avec une réponse générée par intelligence artificielle, du texte, une réponse, tu ne vas pas te proposer des sites, alors que Google et Bing, eux, ils ont conscience qu'il faut qu'ils renvoient les gens vers les sites, donc ils essaient d'équilibrer, ils cherchent une solution pour équilibrer les deux, quoi. Perplexity, ils n'ont pas encore rajouté des publicités, je crois, mais ils sont en train de, voilà, ils cherchent comment gagner de l'argent. Par contre, ils ont pensé quand ils ont des sources, ils te donnent des liens vers les sources. Oui, mais quand tu as eu la réponse, pourquoi tu vas cliquer? S'ils t'ont fait le résumé de la page, pourquoi tu vas cliquer, quoi? Ça peut aller plus loin, d'autant plus que derrière, ils rajoutent des questions qui sont dans le même cosmos. C'est-à-dire que si tu poses une question, quelle est la meilleure... J'ai tenté là, tout à l'heure l'histoire de la meilleure voiture BMW pour voir ce que ça donnait, mais je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres marques qui sont bien meilleures? Et là, il m'a sorti toutes les marques. Mais Google fait pareil. Tu as vu, ils le font déjà d'une manière moins mécanique, c'est-à-dire que dans ce que je t'ai montré dans la copie d'écran, qui était une expérience qui est d'âge d'état d'il y a 1 an et demi, tu avais la réponse, ensuite dessous, tu avais People also ask, et ils te suggèrent des questions. Et maintenant, ils ont déjà fait des expérimentations. Si tu le fais dans Gemini, par exemple, sur l'application que j'ai sur mon mobile, c'est une discussion. Tu peux même le faire de vive voix, tu vois, en interrompant, enfin, c'est l'étage au-dessus. Mais le fond du problème, c'est quand toi, tu as un site internet, comment tu fais pour... est-ce que c'est important pour toi que les gens viennent sur ton site? On est un peu passé rapidement là-dessus. Mais il y a des sites pour lesquels c'est pas grave. Ils n'ont pas besoin d'avoir les clics. Tout ce qu'ils veulent, c'est c'est que leur message soit mis devant les gens des visiteurs, devant les yeux des visiteurs. Donc, ils s'en foutent à la limite d'avoir les clics. Donc, leur problème, c'est que Google, Bing, Perplexity viennent analyser leur site, le trouvent bon et qu'ils proposent la réponse aux visiteurs. Mais ils n'ont pas besoin que les visiteurs viennent sur leur page, à la limite. Ça ne les intéresse pas. Et d'autres, au contraire, beaucoup, la seule chose qui les intéresse, c'est que tu viennes sur mon site. Il y a une question de profiling aussi. Je sais que j'utilise aussi Perplexity comme tous les autres. Et au final, en fait, l'article sur lequel je travaille, le sujet sur lequel je travaille, il finit par me renvoyer mes propres articles de mon propre site. Alors que je dois être en position 4000 dans les searches de Google. Donc, Il y avait une question ici? Oui. Concernant l'accessibilité, est-ce que ça a de la répercussion également sur les moteurs de recherche, un site qui sera accessible et l'autre non? Non, pas du tout. Non, mais oui et non. Là, c'est la même chose, c'est la corrélation, et le truc en anglais, ils disent corrélation et causation, c'est-à-dire c'est-à-dire que les sites qui auront une bonne accessibilité,
ils seront aussi faciles à comprendre pour Google parce qu'ils auront un bon HTML bien simple, bien marqué, donc ils seront plus faciles. Donc oui, ils auront des chances d'être mieux compris et donc de mieux performer, mais pas parce qu'ils sont accessibles. Parce que les choses qu'il faut faire pour être bien comprises sont les mêmes, en gros, que celles qu'il faut faire pour être accessibles. Donc ça va ensemble, quoi. C'est comme la vitesse. C'est un petit facteur pour les moteurs de recherche, mais c'est aussi c'est même un facteur plus important pour tes visiteurs. Tout le monde sait qu'on aime bien nous, les humains, on aime bien des sites rapides. Tu n'as pas envie d'attendre. Donc ça va ensemble. C'est pas parce qu'il est rapide que tu as des bons résultats. Et l'accessibilité, c'est pas parce qu'il est accessible que tu as des bons résultats. Mais les choses qu'il faut faire, les choses que tu fais pour le rendre accessible, rendent le site plus facile à comprendre, plus léger souvent. Les images ont des explications, etc. Tout ça qui sont des facteurs, probablement petits, mais qui sont des facteurs positifs. Donc c'est bien de le faire. Et ça sert pour les deux. Donc oui, c'est oui et non. Oui, c'est pas l'accessibilité, mais si tu es accessible, tu seras. C'est bizarre à dire si tu veux, mais voilà. Et si tu le fais bien, si tu le fais accessible, tu fais des choses qui sont bonnes pour ton référencement. Mais c'est pas parce qu'il est accessible qu'il est bien référencé, mais c'est parce que ce que tu fais pour l'accessibilité est aussi bon pour ton référencement. Par contre, Google, à part l'idée du responsive, c'est-à-dire sur un mobile, si tu as des images qui sont en dehors de l'écran, qui sont trop grandes, des boutons qui se mélangent, ça c'est un facteur négatif et ça va jouer un peu en particulier. Alors là, ça dépend, ils rentrent dans les trucs. Si tu cherches sur un mobile, par exemple, des pages comme ça non responsives, ils ne vont même pas les considérer. Par contre, si tu cherches sur un bureau, sur un ordinateur classique, ils peuvent te montrer des pages qui ne sont pas très responsives. C'est un facteur moins important dans ces conditions-là. Ils prennent ça en compte absolument. Tu disais, il y a des gens qui veulent juste que leur contenu soit vu, et donc peu importe s'il y a des clics, mais est-ce qu'il y a moyen de mesurer si par exemple l'IA prend ton contenu pour afficher un résultat, est-ce qu'il y a moyen de mesurer ça pour dire tiens, mon message est passé? Non. Non, il y aura peut-être, si tu veux, cette mesure-là, en tout cas pour Google, et ça existe aussi pour Bing, c'est ce que tu dis là, c'est-à-dire est-ce que mes pages s'affichent dans les résultats de recherche, c'est ce que te donne la Search Console. Okay, ils te disent, vous avez été montré 12 000 fois, et vous étiez en position moyenne 3,2 en position. Donc ça existe pour les résultats actuels, ça n'existe pas pour la réponse d'intelligence artificielle. Je peux imaginer que dans quelques années, et je parle d'années, je ne parle pas de mois, je parle d'années, ils vont faire quelque chose. On peut imaginer qu'ils te montrent quelque chose comme ça aussi dans la Google Search Console ou dans la Bing Search Console, peut-être. Mais actuellement, non, tu ne peux pas savoir. Okay. Tu peux pas savoir. Parce que tu ne peux rien savoir du tout, en fait. Tu peux savoir si, en analytics, tu peux savoir si... tu peux pas savoir depuis Google ou Bing, parce que tu sais juste que le visiteur vient de Google ou de Bing. Par contre, si quelqu'un clique un lien dans Perplexity ou dans SearchGPT dans le futur, tu vas savoir qu'il vient de Perplexity. Donc comme Perplexity, non, c'est pas tout à fait l'intelligence artificielle quand même non plus, c'est juste la fin, ça vient de Bing à la fin. Donc, mais non, la réponse courte, c'est non, il n'y a pas de moyen de savoir ça. Et puis en plus, ça change tellement vite que si ça se trouve, ils vont faire autrement. Hein. On va manger, hein, peut-être. Oui. Allez, merci. Alors, outro. 5.